Bonjour à tous. Alors, bienvenue à l'émission Santé Nous. Aujourd'hui, nous allons parler du thème santé scolaire. Donc, autour de la table pour cela, nous avons Madame Sylvia Délin, qui est consultante formatrice en diététique et docteur en sociologie de l'alimentation. Elle est aussi spécialisée en éducation alimentaire, prévention, promotion de la santé. Nous avons aussi autour de la table Madame Pavadé-Christine, qui est directrice d'école élémentaire, on précise bien, à Dillon. Donc, nous avons Madame Karine Thérèse, qui est podologue, qui va nous rejoindre, puisque nous allons aussi parler de la posture des enfants, avec les cartables et la partie des sacs avec les roulettes. Donc, nous allons commencer avec Mme Délin par rapport à l'alimentation des jeunes et des enfants, je dirais, parce que c'est très important. Nous nous sommes rendus compte qu'en fait, les habitudes alimentaires, une fois qu'on les a en étant petits, on les emmène avec nous en grandissant. Les jeunes adolescents qui ne mangent pas parce qu'ils n'ont pas fait ou ils n'ont jamais fait ont déjà des habitudes alimentaires depuis le départ. Donc, qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus? On vous écoute. Alors justement, effectivement, le petit déjeuner, c'est le repas le plus sauté. Je le vois dans ma pratique de terrain depuis une dizaine d'années rentrée au pays. Donc, qu'on soit enfant, jeune, adulte ou senior, notamment les enfants, voilà. Les enfants disent souvent quand même, papa et maman nous disent qu'il faut partir en prendre un petit déjeuner et eux, ils partent tous les matins sans manger. Ils nous font la petite remarque. Voilà. Donc ça concerne tous les âges, voilà. Donc il y a plusieurs raisons évoquées à cela pour l'absence de petit déjeuner. Des fois c'est le manque de temps. On préfère dormir un petit peu plus et puis se lever un petit peu à la rage, voilà. Et puis effectivement aller se préparer pour partir. Ensuite des fois aussi c'est parce qu'on n'a pas fait le matin. Ils me disent j'ai pas faim, je suis habituée à ne pas manger un petit déjeuner. Bon, tout se passe bien, j'ai pas fait le matin, voilà. Des fois aussi c'est parce que le souper, là c'est quand on fait l'expertise alimentaire, quand ils donnent en fait leurs habitudes. Des fois, c'est parce que le souper a été pris trop tard aussi. Donc, plus on mange tard, la digestion se... Et puis, on allait se coucher assez rapidement. On n'a pas attendu les 3 heures. Bien rempli, en fait. Oui, voilà. On est barbouillé. La digestion s'est faite en position allongée. Donc, on n'a pas bien digéré. Puis, le matin, on est un petit peu ballonné. Donc, on n'a pas tellement faim non plus. Voilà. Donc, c'est les différentes raisons évoquées. Et puis, certaines personnes aussi, on va dire certains jeunes, plus les adultes, mais certains jeunes aussi quand même, on va dire plus au collège-lycée, pas à l'école pour l'instant, veulent perdre du poids aussi. Et c'est pas que les enfants. Donc, des fois, on se dit, je vais supprimer un petit repas, j'ai envie de perdre du poids, et puis ça tombe sur le petit déjeuner pour perdre du poids. Mais c'est pas une bonne idée, on le verra. Parce qu'on nous dit souvent qu'après, on grignote. Oui, voilà, exactement. Voilà. On rattrape ce qu'on a perdu. Oui, justement, voilà, quelles sont les conséquences très importantes d'alerter, effectivement, quand on fait des sensibilisations au niveau des écoles, des collèges ou des lycées en matière d'éducation alimentaire, d'alerter sur les conséquences de l'absence du petit déjeuner. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on saute un petit déjeuner? Eh bien, il y a une baisse de concentration, on le disait tout à l'heure là, avant de commencer l'émission, une baisse de mémorisation, donc le cerveau fonctionne moins bien puisqu'il n'est pas nourri. Voilà. Il y a aussi des problèmes digestifs. Des fois, on a des gaz. Des fois, tout le monde entend nos affaires dans le côté. Ça commence à gargouiller. Voilà. Ou bien tout à coup, on sent les odeurs pas normales et on se dit waouh. Exactement, voilà. Et puis, bien sûr, on est tenté aussi à grignoter parce qu'avant d'arriver au repas du midi, on aura faim. Donc, s'il y a des fois des petites marchandes près du collège ou s'il y a une petite pâtisserie, quelque chose, ou des écoles, on va acheter quelque chose, on va grignoter. On a tout connu ça. La petite marchande. Oh Dieu, moi j'étais au collège là, au Lamentin. Moi, c'était un plaisir pour moi d'aller après la dame qui était à l'entrée et je choisissais mes bonbons, mon sandwich, mais voilà. Si, je pense que si elles n'étaient pas là, il faudrait les inventer. Voilà, tout à fait, c'est vrai. Et après, en diététique, tout est une question de dosage. Il n'y a pas d'interdiction, mais c'est vrai qu'on ne va pas pouvoir se permettre de prendre tous les jours pâtisserie, viennoiserie, puisque le taux de surpoids et d'obésité augmente chez nous en Martinique, que ce soit au niveau des adultes ou des enfants. On a à peu près 56,4% des adultes en excès de poids en Martinique et les enfants à peu près 25%. Alors, c'est vrai que c'est un plaisir on va pas l'interdire, mais quand même la fréquence est importante. Il faut éviter de le faire tous les jours. Oui, exactement. Ne serait-ce qu'au niveau financier. On n'a pas non plus de l'argent tous les jours pour acheter. Et d'ailleurs, je dirais que c'est donner peut-être une mauvaise habitude à un enfant de lui donner de l'argent tous les jours en lui disant va dehors, va acheter quelque chose. C'est pas un bon plan non plus. Tout à fait. Et l'équilibre ne sera pas là dans l'assiette, pour la santé, pour la ligne. L'équilibre pas dans l'assiette, l'équilibre pas dans le porte-monnaie, parce que ça rebondit à plusieurs niveaux. Quand on a donné à l'enfant l'habitude de lui donner de l'argent pour tous les jours, le jour où on ne peut pas lui en donner, cet enfant va sans vraiment s'alimenter ni acheter quoi que ce soit. Tout à fait, Et quelque part, c'est peut-être dommageable aussi derrière. Voilà. Et l'équilibre n'est pas sur la balance non plus. Tu as parlé du portefeuille, tu as parlé... Voilà, exactement. Très important. Et puis aussi, il y a aussi, là, par rapport à l'infirmerie, des malaises hypoglycémiques aussi. Quand on n'a pas mangé, des fois, les enfants arrivent à l'infirmerie du collège, du lycée ou de l'école, puisqu'effectivement, ils n'ont pas de carburant pour fonctionner un peu comme une voiture.
n'ont pas pris d'énergie, d'aliments, et puis ils font un malaise et ils se retrouvent à l'infirmerie. Et puis encore plus, c'est plus fréquent, on a une activité sportive le matin. Déjà, sans activité, on peut déjà faire un malaise, voilà. Mais en plus, si on a fait du sport et qu'on a fait le sport sans manger, il y a beaucoup des fois d'élèves. Mais je crois que dernièrement, par rapport à notre réalité de terrain ici, on a quand même perdu des enfants sur les terrains de sport, des enfants jeunes. Hein. Et je crois qu'ils avaient alerté au niveau santé par rapport aux horaires du sport. Il ne faut pas qu'on emmène des jeunes comme ça au sport au moment où il y a le nirvana, le soleil est en plein. Ces enfants-là n'ont peut-être pas encore mangé et vous n'êtes pas au courant. Et on a quand même perdu, j'ai regardé régulièrement, on a perdu des enfants pendant qu'ils faisaient l'activité sportive. Hein. Voilà. Donc c'est quand même quelque chose, je pense qu'il faut vraiment rester très vigilant dessus par rapport aux horaires à laquelle on emmène des enfants faire du sport. Parce que nous sommes sur un département et qu'on est soumis au changement climatique et que quand ça tape, ça tape. Hein. Tout à fait. Et puis c'est vrai peut-être savoir s'ils ont pris un petit déjeuner ou pas, mais c'est pas facile. Et ça, on ne peut pas savoir, c'est ça. Voilà. Mais c'est vrai qu'avant le sport, le professeur qui part avec un groupe d'enfants ne va pas demander à chaque enfant qu'est-ce que tu as mangé ce matin. Donc maintenant, par rapport au nombre de décès, parce que là, on parle quand même d'enfants qui sont décédés, il faut quand même, je pense, commencer à prendre des habitudes par rapport à cette partie. Cette partie de sport, écolier, scolaire et l'heure, le soleil, il faut prendre tout ça en compte. Voilà. Et notamment l'importance d'une sensibilisation alimentaire au niveau des parents et des enfants pour effectivement rappeler l'importance de prendre un petit déjeuner avant de partir, avant d'aller à l'école, au collège, au lycée. Voilà. Et c'est vrai qu'aussi après, il y a aussi, on parle du poids. Voilà. Donc le fait de sauter un repas, comme le petit déjeuner, il y a une augmentation du stockage de gras. Donc le corps se dit, il ou elle m'a laissé sans manger. Donc quand on va prendre le prochain repas, même si on a mangé pas forcément beaucoup, il va faire des réserves ou si encore on le laisse sans manger. Donc sauter un petit déjeuner, ça fait prendre du poids. Donc les personnes qui veulent effectivement perdre du poids, des fois c'est un mauvais calcul, quel que soit le repas, on ne saute pas des repas parce qu'on stocke davantage de gras quand on a sauté un repas. Au repas suivant, on va stocker. Mais ça c'est vraiment... voilà. Alors nous allons juste nous interrompre un petit moment parce qu'il y a notre troisième invité qui est arrivé, qui avait un peu de retard, Madame Thérèse Karine qui va rentrer et qui va s'installer parmi nous. Voilà. Alors, nous avons Madame Karine Thérèse, podologue, qui nous a rejoint autour de la table pour justement notre thème santé scolaire. Donc, nous en étions au stade où on parlait de l'alimentation des enfants, puisqu'on a bien compris que l'alimentation, notre façon de nous alimenter, ça nous poursuit un peu en tant qu'adolescents, en tant qu'adultes, et qu'effectivement, il y a des impacts sur notre vie au quotidien, et que tout est relatif. Donc, Madame Delay est en train de nous expliquer que quand on sautait un petit déjeuner, au lieu de maigrir comme on le croyait, la graisse va se rattraper. En fait, on va grossir. J'ai essayé de me mettre en mode déni pour ne pas entendre ce qu'elle disait. Parce que quand j'étais plus jeune, je pensais à ça. Je ne mange pas ce matin, je vais manger bien après. Mais dans ma tête, je vais perdre du poids. Et là, je comprends que j'ai fait ça en erreur. Mais bon, j'ai compris ça en faisant les études plus tard. Quand on le comprend en étant adulte, on a déjà eu les dégâts en étant adolescent. Malheureusement, c'est ça la réalité. Donc, effectivement, on vous écoute sur cette partie de petit déjeuner. Voilà, on a effectivement balayé les conséquences de l'absence d'un petit déjeuner. Et puis là, on va voir la composition. Quelle est la composition d'un petit déjeuner équilibré? Ce sont les recommandations PNNS, le Programme national nutrition santé. Donc, ce sont des experts en nutrition qui sont réunis pour nous donner des conseils adaptés pour pouvoir effectivement manger correctement pour préserver notre santé. Donc, ce sont vraiment des choses validées sur le plan scientifique. Donc, national, parce que c'était fait là-bas, mais bien sûr décliné sur le plan local par rapport à nos habitudes chez nous aussi au pays. D'accord, voilà. Donc, on conseille 4 groupes d'aliments indispensables à un petit déjeuner équilibré et bien sûr adapté en fonction de la tolérance de chacun. Voilà. Donc, on verra pourquoi. Donc, d'abord, il faudra un féculent au petit déjeuner. Le féculent, c'est lui qui permet de tenir jusqu'au repas suivant sans grignoter. Des fois aussi, on a des préjugés, des fausses représentations sur les féculents, parce qu'on se dit, oh là là, c'est ce qui nous fait grossir. Alors, des fois qu'on a tendance à vouloir perdre du poids, justement, enfants, jeunes et moins jeunes aussi, eh bien, on aime supprimer les féculents. C'est une erreur, parce que les féculents représentent 40 à 50% de l'énergie qu'il faut apporter à l'organisme dans la journée par l'alimentation pour bien se nourrir et être en bonne santé. Donc, on ne peut pas avoir une alimentation équilibrée sans féculents, c'est pas possible. À surtout pas supprimer. Alors, des exemples de féculents, ça peut être quoi? Des pains spéciaux, pain de seigle, glauçons, céréales ou levain, des céréales natures, les jeunes préfèrent plutôt les céréales en général, muesli, flocons d'avoine. Attention aux céréales très sucrées, très chocolatées, pas conseillées, parce qu'elles ont un index glycémique élevé, c'est-à-dire qu'elles augmentent le taux de sucre dans le sang. Donc, c'est un facteur de risque pour après être diabétique. Il y a de plus en plus de personnes jeunes qui développent le diabète, alors qu'avant, il fallait attendre après 55 ans ou plus. Et maintenant, beaucoup de jeunes sont diabétiques, oui, voilà. Alors, on conseille de ne pas prendre les céréales sucrées. J'entends pain de seigle, pain de son, tout ça, mais au niveau scolaire, bon, pour les enfants,
pain de sang, pain de sexe, ça ne marche pas, hein, c'est clair. Alors, il y a des jeunes quand même, des fois en consultation, j'ai des parents qui viennent, on va dire quand le parent peut-être mange avec les enfants, j'ai des parents qui viennent avec leurs filles notamment, ou des garçons plus des filles quand même. Et il y a des filles qui me disent, elles aiment bien le pain complet au pain céréales. Ah ouais. Parce qu'elles ont pris l'habitude des fois avec maman de manger du... Voilà. Donc c'est pour ça, voilà, comme c'est vraiment les enfants, elles sont à la maison, les enfants apprennent par l'exemple, hein, voilà. De la même façon qu'ils disent que les parents des fois parlent sans manger, ils voient aussi les bons exemples, voilà. Et puis donc il y en a qui mangent vraiment comme leurs parents, le pain complet quand même, sans problème, hein, voilà. Qui aiment bien, qui apprécient. Elle m'apprend quelque chose parce que je pense que les jeunes là, tu leur parles de ça, ils courent. Hein. Voilà. Quand c'est je vrai dis qu'ils sont jeunes, plus c'est vraiment les céréales quand même, petits mais il y en a qui scolaires. non, voilà, ils sont plus céréales, mais les céréales quand même déconseillées comme sucrées, chocolatées au miel. Donc ils peuvent prendre des céréales, mais plutôt, on va dire, flocons d'avoine, mais aussi sans sucre, en fait, voilà. Et même si on va mettre un petit peu de sucre dans le lait, on va avoir un peu de chocolat, mais c'est toujours moins sucré que d'acheter déjà des céréales sucrées et chocolatées, voilà. Donc on sait des céréales non sucrées nature, et après, on va voir qu'ils peuvent mettre un petit peu de sucre dans le lait, d'accord, voilà. Donc ça peut être aussi, donc on dit, des biscottes, voilà. Il y a des enfants qui mangent des biscottes, qui aiment bien, mais on va dire les enfants préfèrent comme le pain et les céréales, hein, par rapport à ce que je vois en pratique de terrain, voilà. Surtout Donc, notre là, réalité à nous. Oui, tout à fait, voilà. Ça m'a étonnée, je suis arrivée chez quelqu'un, j'avais un jeune, je crois, 12-13 ans, de bonne belle assiette de tinemo à 8h du matin. J'ai trouvé ça top. J'ai dit, et puis ça sentait bon. Donc, tinemo, il avait mis les concombres dessus et tout. J'ai dit, mais c'est ce que tu manges le matin? Il m'a dit, non, c'était là et puis j'avais envie de manger, j'ai mangé. J'ai trouvé ça formidable, franchement. Alors ça, j'aime bien effectivement cette remarque parce que c'est vrai que c'est une exception. Comme on dit, c'est l'exception qui confirme la règle. Dans la pratique de terrain, les jeunes, il y en a qui connaissent même pas le tiner, le fouille à pain, voilà. Ça fait de la peine. On est dans une nouvelle génération frites patrie, vraiment. C'est vraiment. Alors des fois, nos produits locaux, que ce soit fruits, légumes ou légumes pays, donc féculents, ne sont pas tellement connus et appréciés par nos jeunes, voilà, nos enfants, voilà. Mais il n'y avait pas une campagne à un moment au niveau des écoles pour justement apprendre aux enfants à réapprendre nos terroirs, nos légumes de terrain et tout. Au niveau des cantines, à un moment, il en était question. La semaine du goût. Oui, il y avait la semaine du voilà. goût. Alors, du coup, il y a la semaine du goût, mais il y a aussi le dispositif petit déjeuner qui a été mis en place depuis 2019. Donc, du coup, ça permet en fait aux enfants de ne pas avoir le ventre vide le matin et de pouvoir être concentrés pour pouvoir apprendre le matin. Et donc, du coup, normalement, il est censé répondre à un cahier des charges en fait bien précis, c'est-à-dire un petit déjeuner équilibré et de bonne qualité. Et donc, du coup, des fois, on se rend compte que au niveau du terrain, c'est pas ça, parce que des fois, il est légèrement trop sucré. Donc, mais après, le dispositif, il est en place, donc il est bien fait. Et puis, nous, après, on peut faire des retours pour dire ce qui va pas. Et donc, ça du permet coup, de s'améliorer. Voilà, exactement. Depuis quelle année? 2019. Et c'est quoi le principe, en fait? Vous offrez le petit déjeuner? Alors, on offre le petit déjeuner aux enfants, donc là, c'est 2 fois par semaine. Donc, 2 fois par semaine, les enfants ont un petit déjeuner donc, qui est gratuit. Donc, du coup, ça leur permet justement de tenir. Enfin, parce que généralement, il y a des enfants qui arrivent et qui ont le ventre vide. Donc, du coup, ils sont affalés sur la table, ils sont fatigués. Ils demandent, mais maîtresse, l'heure de la pause déjeuner, elle est à quelle heure? Est-ce que c'est dans longtemps, etc. Donc, ils ont faim. Donc, ils ne sont pas du tout concentrés pour travailler. La partie assiduité, justement, on en parlait. Ça joue sur la partie assiduité. Voilà, exactement. La baisse de concentration dont on parlait tout à l'heure. Exactement. Et ça, on est en 2024, vous avez quand même pu avoir du recul par rapport à ce que vous avez présenté. Parce que oui, il y a quand même ça permet d'avoir des conclusions, pouvoir se dire, comme vous avez dit tout à l'heure, est-ce que ça marche vraiment chez nous, le petit déjeuner 2 fois par semaine? Ah oui, ça marche énormément, franchement. Ils enfants arrivaient sans rien, en fait. Exact, oui, voilà. Alors, ceux qui ont déjà mangé me disent clairement, maîtresse, je ne veux pas. Donc, du coup, par contre, on leur propose à la récréation. S'ils ont pas, pour la suite, s'ils n'ont pas mangé, s'ils ont déjà mangé le matin et que du coup, ils veulent pas le dispositif, donc du coup, on leur propose de le manger du coup à la récréation du matin ou de l'après-midi, s'ils n'ont pas de goûter, par exemple. Ce dispositif-là, c'était ciblé sur certaines écoles ou c'était toute la Martinique? Alors, c'était un dispositif au tout début pour le réseau d'éducation prioritaire, mais apparemment, ça s'est généralisé. Et donc, du coup... c'est bon à savoir. Et c'est une très bonne initiative, c'est vrai qu'on parlait de ministère. Voilà. Très bien, d'accord. Donc, voilà. En tout cas, c'est vrai que je sais qu'il y avait des actions ponctuelles, des fois sur des petits déjeuners le matin, notamment quand des interventions, des fois après l'école, les collèges, les lycées proposent un petit déjeuner équilibré en accord avec l'expertise diététique. Mais je ne savais pas que c'était effectivement mis en place. Ça, c'est très bien. Depuis 2019, voilà, c'est vraiment une bonne chose. C'est bon à savoir. C'est vraiment pour favoriser l'égalité des chances parce que souvent, les enfants qui sont inscrits dans un réseau
un réseau d'éducation prioritaire, en fait, ce ne sont pas forcément des enfants qui ont les mêmes chances que des enfants qui sont hors réseau. C'est-à-dire ce sont des enfants hors réseau, ce sont des enfants qui ont les parents qui peuvent apporter le petit déjeuner pour eux, donc du coup, ils peuvent manger le matin. Et souvent, ceux qui sont dans le réseau défavorisé, entre guillemets, bon, ils n'ont pas forcément la chance tous les matins de manger, d'avoir le petit déjeuner. Donc du coup, qu'est-ce qu'il y a à peu près qu'est-ce que vous avez dans le petit déjeuner? Un petit lait, une petite compote? Alors donc du coup c'est varié. Donc voilà, donc des fois il y a de la compote avec une petite viennoiserie, enfin un petit pain brioché. Des fois il y a du fromage. Bon, ça dépend, ça change. On va voir si c'est en accord avec. Oui, voilà. C'est vrai que les préconisations et la réalité du terrain, c'est ça en fait. Il faut que ça se rejoigne. C'est nous les acteurs locaux qui pouvons justement adapter, parce qu'on aime bien nous dire le ministère ou le national demande telle chose, mais oui, mais nous sommes localement sur un petit département, j'aime bien le dire, et il faut qu'on connaisse nos moyens, notre réalité. Voilà, et qu'on adapte effectivement avec nos moyens locaux. Voilà. Alors justement, on parlait du fromage. Donc le deuxième élément après les féculents, c'est le produit laitier. Donc là, c'est vraiment, ça peut être du lait demi-écrémé ou écrémé, ou sans lactose, les personnes qui ont des intolérances au lactose. Ça peut être un morceau de fromage aussi. Voilà, ça peut être aussi un fromage blanc ou un yaourt aussi le matin. Voilà. Et là, le produit laitier, il est conseillé, mais bien sûr, on disait tout à l'heure, en fonction de la tolérance, parce qu'il y a des gens qui sont intolérants au lactose, donc c'est le sucre du lait. Il y a des gens aussi allergiques aux protéines du lait de vache, qui ont de l'eczéma, tout ça. Donc si on a bien sûr une intolérance, une allergie, on ne va pas pouvoir on ne va pas forcer l'enfant à prendre un produit qui ne lui va pas. Donc les recommandations s'adaptent toujours en fonction du terrain dans lequel on est, donc du local, mais aussi en fonction de l'individu qui est en face de nous aussi. Voilà. Et puis si je peux me permettre, on oublie souvent que nos produits sont plus sucrés qu'au national, que dans l'Hexagone. Et malheureusement, des fois, ça nous échappe un petit peu, et puis on fait les choses naturellement, mais on a quand même nos légumes qui ont du sucre, nos fruits qui sont très sucrés parce qu'on est en milieu tropical, et en plus de ça, nos desserts sont plus sucrés, même s'il y a eu la loi Lurel qui était censée faire diminuer le sucre dans les aliments, mais naturellement, comme on est habitué au sucre, on sucre plus en général, et nos aliments, eux aussi, sont plus sucrés que dans l'Hexagone. Voilà. C'est encore une réalité de terrain. Tout à fait, c'est vrai, notamment, effectivement, quand il y avait eu cette loi-là, c'était pour les sodas, les yaourts qui étaient trop sucrés aussi. Oui, les yaourts étaient, je crois, 27% plus sucrés qu'en France. Voilà. Donc, c'est vrai que et d'ailleurs, ça a fait de nous les premiers consommateurs de yaourt au monde. Parce qu'en général, pour un adulte, quand on avait fait, je ne sais plus en quelle année, on avait fait le calcul du nombre de yaourts vendus par habitant. On avait le record du monde cette année-là. Oui. Ah oui, les yaourts, ça a le succès. Hein. Oui, c'est vrai. Quelquefois qu'on n'a pas faim, on se dit, bon, ce soir, je prends un yaourt. Et surtout, c'est bon. Et au niveau des jeunes, moins jeunes aussi, on va dire, des fois, les yaourts qui ont le plus de succès sont les plus sucrés, sont les yaourts à boire, malheureusement. Et donc, en fait, on a constaté, donc, dans un yaourt à boire de 250 ml, c'est le petit format, parce que maintenant, il y a des plus grands formats de 500 ml. Dans un yaourt à boire, il y a à peu près 42 grammes de sucre, donc ça correspond à plus de 8 morceaux de sucre, et c'est le quota maximal pour la journée, qui est déjà dépassé. Donc, c'est dans 2 yaourts à boire. Et il y en a qui boivent 500 ml maintenant. Il y a un grand yaourt à boire, quand même. Oui, ça correspond à 4 yaourts. Un yaourt, c'est 125. Donc, le petit déjà, quand même, qui est un classique quand même dans la consommation, eh bien, c'est déjà trop sucré. Voilà. Donc déjà, quand on donne à l'enfant déjà un petit... Oui, il y a le quota de sucre la journée qui dépasse. À côté, tu vas faire le malheur. On ne fait pas le malheur, mais tu vas donner un petit yaourt à boire. Tu vas mettre peut-être un petit fromage à côté. Tu mets un fécule à côté. Voilà, tout ça. On est déjà une belle dose. Oui, sans compter que si l'enfant prend un soda dans la journée, un coca de 33 centilitres, je crois que c'est 11 carrés de sucre. Donc, c'est déjà... 7 carrés. Donc c'est la bouteille qui est 11. Oui, voilà. La 50 centilitres, 11, 55 grammes de sucre. Et le coca, 33 centilitres, 7 morceaux. Voilà, donc c'est déjà énorme. C'est 35 grammes, tout à fait. Voilà. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment, effectivement, être vigilant sur, effectivement, le dosage de sucre dans la journée. Pour l'instant, on n'a pas de féculents, produits laitiers, lait, fromage. Donc là, c'est sans sucre. Le yaourt, si c'est possible, il y a des enfants qui arrivent à prendre. Toujours, on disait par rapport au mimétisme, par rapport aux parents, qui arrivent à prendre des yaourts nature, notamment les filles. Elles me disent,
moi j'ai l'habitude de prendre yaourt nature. C'est De au fond plus en ça. plus. Les garçons, là, ils font la grimace plutôt. Hein, voilà, comme ça. Donc voilà, mais c'est vrai que si on peut prendre nature, c'est le mieux quand même. Voilà. Et puis sinon, on va prendre un yaourt 125 ml, on va pas prendre le yaourt à boire qui dépasse le quota. Donc si on voudrait ne pas dépasser le dosage de sucre par jour, ce serait un seul yaourt sucré. Voilà. Pas le 250. On a droit à un yaourt sucré 125 ml par jour. Pas plus, sinon on va dépasser le quota de sucre comme dans la journée. Hein, voilà. Donc ensuite, le fruit, capital, on parlait des fruits aussi offerts dans le petit déjeuner ou de la compote. Hein. Donc ça peut être un fruit frais, de préférence c'est le mieux, mais tout le monde n'a pas le budget d'acheter des fruits. On parlait du coût de la vie chère. Des fruits et des légumes maintenant. Oui, voilà. Donc on a remarqué, on a fait des tests scientifiques sur les compotes, les salades de fruits sans sucre ajouté, on précise bien. Donc ça équivaut quand même à une portion de fruits. Donc on a quand même le choix. Ou le fruit frais, ou la compote sans sucre ajouté, ou la salade de fruits maison. Maintenant, des salades de fruits, c'est un petit jus de raisin, c'est écrit sans sucre dessus ajouté. Oui, des petites, oui, voilà, de 100 grammes, voilà. Donc là, c'est parfait aussi pour le petit déjeuner, voilà. Et c'est souvent là où ça pêche un petit peu. Souvent, les enfants, comme on parlait de vous, ça pêche. Ah, Voilà. Ça va pêcher. Ça va pêcher, voilà. C'est clair. Voilà, on parlait de viennoiserie, pâtisserie, tout ça, ils sont plutôt friands, mais les fruits et tout, ils sont pas trop friands. Il faut que ça rentre dans l'habitude. Voilà. Et c'est beaucoup, on parlait de sucre aussi, c'est beaucoup plus sain, même si nos fruits sont plus sucrés, mais il y a des vitamines, des antioxydants, voilà. Il y a quand même beaucoup de vertus pour avoir du tonus, un bon transit, etc. Eh bien, les fruits, c'est quand même plus intéressant que de prendre une pâtisserie, une viennoiserie. Donc voilà, au moins c'est du sucre naturel, c'est pas ce sucre-là qui donne le diabète. Le sucre qui donne le diabète, ce sont les pâtisseries, les viennoiseries, les sodas dont on parlait, et le sucre rajouté dans les yaourts. Donc il faudrait qu'ils s'habituent à... Bon, heureusement, il y a des enfants qui aiment les fruits, la banane. Oui, voilà. Parce qu'en fait, si on va sur chaque saison, les comme maintenant, il n'y a oranges, plus de saison. Voilà, oui. On va sur chaque saison, il y a les mandarines, on se dit, bon, il y a des mandarines, là, il y a des goyaves, chaque saison, on a des fruits locaux. D'autant plus que la nature nous donne ce dont on a besoin au moment où on a besoin. On a besoin, par exemple, là, la température baisse, on a besoin d'agrumes pour nous réveiller un petit peu. Je vais peut-être vous faire rire. On disait, la nature nous donne ce qu'on a besoin. Moi, j'avais un oranger, l'oranger me donne que 3 oranges. 3 oranges. Peut-être que tu lui as pas regardé l'oranger 2 années d'affilée, 3 oranges. Et c'est vrai, ça peut dépendre de plein de choses. Alors, des fois, on ne sait pas pourquoi, mais il y a des saisons où il n'y a rien. C'est vrai. J'avais un avocatier pareil, un coup rempli, l'année d'après, rien. Ça peut être encore l'année d'après, rien. Alors, et puis voilà, pour les pieds d'agrumes, je sais que ce qu'il faut faire, c'est quand il n'y en a pas beaucoup, il ne faut pas les manger. Il faut les laisser mûrir dans le pied. Après, quand ça tombe, les rassembler autour de l'arbre. Et il y a un effet immunitaire de la dégradation du fruit au sein même du tronc. Et il y a une réaction qui se fait qui renourrit l'arbre et qui lui permet de se défendre contre les parasites. Les agrumes, c'est comme ça. Quand les oiseaux n'ont pas mangé. Oui, mais ils ne mangent pas tout, des fois. On fait maintenant une chasse aux oiseaux en ce moment. Mais eux aussi sont nécessaires dans la nature. Je me bats, je surveille les oiseaux mais pour mes pommes cannelle. Mais c'est nous qui mangeons leurs affaires. Je suis obligée de prendre les pommes cannelle avant qu'elles mûrissent, parce que sinon je n'ai plus de pommes cannelle. Donc je surveille les oiseaux, je suis à ce stade-là. Et cette année, j'ai eu pas mal effectivement en pratique de temps de retour par rapport, effectivement, les gens m'ont dit que les oranges et les mandarines ont moins sporté cette année. Mais bien sûr. Pas partout peut-être, pas partout, mais il y a des endroits où on voit pas. Voilà. Mais comme le climat change. C'est ça. C'est des variations climatiques. Donc, mais si par exemple, il a fait très chaud cette année aussi. Et outre la chaleur, quand il y a trop de pluie, on a le même résultat. On a des fruits qui sont à l'eau. Mais c'est-à-dire que la terre est restée très sèche, très chaude, très longtemps. Et puis là, on a l'extrême opposé où il fait très frais depuis 1 ou 2 jours. La nuit, on se croirait en hiver. Et puis là, le temps est hyper humide. Donc la terre est hyper hydratée. C'est triste. C'est donc, sujet aux moisissures. Donc si par exemple, moi je suis parent. J'emmène mes enfants à l'école. J'ai 2 enfants. Aujourd'hui, je donne à chaque enfant, ce matin au petit-déj, un petit bol de cornflakes. D'accord? Bon, je vais prendre les cornflakes basiques que je prends au centre commercial. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont déjà au chocolat. D'accord? J'avais même certains qui te rajoutaient une petite cuillère de chocolat. Donc oui, et de sucre aussi, des fois dans le lait. Donc, je donne un bol de cornflakes. Pour moi, je lui donne ça, je donne un petit jus pour partir. Je suis à côté de la plaque. Demain matin, si à la place du bol de cornflakes, je lui donne un petit yaourt à boire, parce que bon, je suis en train de prendre la place des parents. Oui, tout à fait. Au travail. Oui, voilà. Et demain matin, je lui donne le petit dosage de yaourt à boire, le tout petit, pas le grand.
et puis je donne un fruit pour qu'il puisse partir. Donc, à la limite, c'est des habitudes. Il manque le féculent. Voilà, il va manquer à chaque fois. Oui, mais l'association dit, il y a de bonnes idées, mais il manque le féculent. Et puis, juste, on a dit, essayer de prendre des céréales non sucrées, non chocolatées. Autant mettre, vaut mieux mettre le lait et le chocolat. On a des petits cuillères à café, on rajoute. Ce sera moins sucré que de prendre les céréales sucrées, des fois le chocolaté. Voilà, c'est beaucoup plus, effectivement, bénéfique de mettre la petite cuillère à café et la petite cuillère de sucre dans le lait, et puis de prendre des céréales non sucrées. Donc, il manque juste le féculent. Si, par exemple, il peut avec le yaourt, un petit yaourt, c'est rare oui, il y a des 100 ml comme de yaourt à boire. Oui, c'est rare. Mais il y a de tout. Voilà. Y a tout, mais pas le pot de 250 à boire aussi, voilà. Et juste un féculent. Donc, un petit sandwich, par exemple, ou un petit paquet de biscuits sans huile de palme aussi. Il y a des petits paquets de biscuits pas sucrés, sans sel ajouté et sans huile de palme, par exemple, voilà. Un petit sandwich au fromage, si il n'y a pas le lait, parce que c'est un produit laitier. Donc, si on donne le sandwich le matin, ça devrait suffire aussi. Oui, très bien. Un sandwich fromage, voilà, jambon, la petite compote à boire ou le jus de fruits sans sucre ajouté. La petite, donc pas 500 ml, la petite brique de 200 ml de jus aussi. L'excès de jus n'est pas bon parce que dans le jus, même si c'est 100% sans sucre ajouté, il y a plus de sucre dans le fruit. Parce que, par exemple, on a mangé une orange, on a peut-être 12 grammes de sucre à peu près, et dans le jus d'orange, il y a peut-être 3 oranges pressées. Pour avoir un jus, il y a une quantité plus élevée de fruits que dans le fruit qu'on a mangé au naturel. Donc, un verre de jus correspond vraiment... Voilà. Et en plus, il n'y a pas les fibres. Donc, un verre de jus est beaucoup plus sucré que le fruit au naturel. Donc, et puis, le fruit a l'avantage, effectivement, d'avoir les fibres et puis d'être aussi frais à vitamine et bien conservé, notamment la vitamine C, pour avoir du tonus. Donc le jus, un tout petit, vraiment une petite brique de 200 ml, pas plus, de jus 100%. Et la compote est beaucoup mieux puisqu'il y a les fibres dedans, dans la compote. Voilà. Alors, oui, il faut pas que j'oublie juste la boisson, l'eau, qui est indispensable. On n'en a pas parlé. Que je puisse, qu'on puisse pas perdre le fil des 4 éléments indispensables. Juste ça, c'est la boisson très importante, l'eau, vraiment indispensable au petit déjeuner pour bien démarrer la journée. Et d'ailleurs, c'est par là qu'on va commencer. Pour l'hydratation, effectivement, donc pour éliminer les déchets aussi. Donc, on est resté à jeun toute la nuit. On n'a pas bu dans la nuit. Et puis, c'est que le matin, il faut reprendre effectivement de l'eau pour s'hydrater, pour éliminer les déchets à la selle, aux urines. Des fois aussi, dans la journée, dans la soirée, on a des reflux, par exemple. On se lève, on a la gorge un petit peu acide, on sent que la bouche est pâteuse. Donc, il faut vraiment s'hydrater en premier le réveil. Des fois, les enfants n'ont pas forcément les réflexes, pas que, parce qu'il y a... Voilà, donc au moins un verre d'eau, c'est la moitié de la bouteille d'eau, 250 ml d'eau, minimum le matin, au petit déjeuner. Ça peut être 500 ml si on est déjà habitué, mais pour commencer, des fois, ceux qui ne boivent pas du tout d'eau, il faut commencer par au moins un verre, et après on peut prendre 2 verres. Voilà. L'essentiel, ce serait bien d'arriver à la bouteille le matin, mais au moins le verre d'eau. C'est compliqué, mais c'est vrai que ça devrait aider énormément. Ah oui, on entend ça tout le temps, un verre d'eau au réveil. Voilà, et c'est vraiment le premier geste santé et diététique, vraiment, c'est l'eau. Parce que notre corps, c'est 60-70% d'eau, donc vraiment, notre corps ne peut pas bien fonctionner sans eau. Et bien éliminer aussi, pour la perte de poids. Et donc, de l'eau plate, pas gazeuse, parce que des fois les jeunes aiment bien l'eau gazeuse, elle est trop salée, donc eau plate de préférence. Ça peut être l'eau du robinet. Là, ils disent les bouteilles d'eau ça coûte cher, donc on n'impose pas à chacun de prendre de l'eau en bouteille, d'acheter en bouteille. Donc eau du robinet, eau plate, non gazeuse, ni glacée, ni chaude, ni tiède, et sans citron dedans, parce qu'il y a beaucoup de mode maintenant. Citron, vinaigre le matin, donc eau nature. Donc on commence par là. Donc juste on récapitule, une boisson, un féculent, un produit laitier, un fruit le matin. C'est le petit déjeuner bien équilibré, recommandé par le PNNS, Programme National Nutrition Santé. Et on peut rajouter aussi un peu de matière sucrée. Donc, par exemple, un petit peu de confiture ou de miel, on en a parlé tout à l'heure. Voilà. On peut rajouter aussi un petit peu de beurre. Voilà. Donc, beurre demi-sel ou doux, sans sel. Voilà. Donc, c'est un plus, mais c'est pas obligatoire. On peut manger sans beurre, sans confiture, mais pour le plaisir quand même. Il faut que le plaisir soit dans l'assiette. On peut rajouter un peu de confiture ou de miel, un petit peu de beurre aussi, sans souci. Voilà. Parce qu'on pense aux enfants, par exemple, qu'on dépose dans les garderies tôt le matin. Parce que les enfants, souvent, quand on les dépose, on met dans le sac le petit déjeuner pour qu'on puisse leur donner. Mais ces mêmes enfants-là, on se disait qu'après, il y a la pause, la récréation de 10 heures. Après, il y a l'autre récréation de 16 heures avant la sortie des écoles. Et on se posait la question, puisque en tant que parents, nous aussi, on est passé par là. On n'a pas donné l'habitude de dire que je lui donne le petit déjeuner dans le sac, je vais lui mettre un paquet de biscuits pour le goûter, et puis voilà, et puis je sais qu'il y a le repas de la cantine à midi, mais c'est vrai qu'on a une réalité de terrain pour vraiment dire, en fait, ce thème-là pour la santé scolaire, c'est qu'on s'est quand même aperçu, plus les enfants grandissent, parce que par exemple, pour un dépistage de campus, j'ai quand même eu la surprise sur plus de 100 jeunes qu'on a fait le dépistage de diabète, enfin de glycémie.
on s'est rendu compte que la plupart qui arrivaient, il était 11h, 11h15, 11h30. Ils étaient tous à jeun, pratiquement. Sauf quelques-uns, un petit verre de thé ou alors un petit café. Mais ils n'avaient pris aucun petit déjeuner. Et c'était énorme la quantité de jeunes qui, systématiquement, ils arrivaient avec le sourire. Et je leur disais, mais c'est bas, qu'est-ce que... Ben, j'ai pas encore mangé. Je dis rien du tout. Je dis, mais l'assiduité derrière pour suivre le cours. Parce que c'est là qu'il faut quand même qu'on prêche dessus. Quand on ne mange pas, on a du mal à retenir ce qu'on est en train de nous apprendre. On ne reprend pas en même temps. Sensibiliser les parents, en fait, peut-être à la première réunion de rentrée, que des personnes comme vous, les diététiciens, etc., puissent venir dans les écoles pour sensibiliser les parents en fait, au petit déjeuner, au rôle important du petit déjeuner le matin. Ce serait bien, et puis après passer dans les classes pour expliquer aux enfants. Mais d'abord sensibiliser les parents. Oui, voilà. En fait. C'est vrai, puisque les élèves disent déjà effectivement que les parents eux-mêmes, des fois, ne partent sans manger. Alors, c'est vrai que c'est dans les deux sens, les parents et les enfants. C'est vrai. 6h, 7h, 8h, on n'a pas encore faim. Donc, on se dit, je vais manger plus tard. Alors, il y a 2 petites données très importantes que j'aimerais ajouter pour qu'on puisse un peu savoir. Déjà, le fait de s'asseoir à table, c'est déjà un élément qui va permettre de cadrer l'enfant dans ses habitudes de nutrition. Quand l'enfant est assis devant la télé, quand l'enfant est assis en train de faire autre chose et qu'il est en train de manger, la qualité de la mastication n'est pas la même. La façon, son rapport à l'appétit et son rapport à la nourriture ne sera pas forcément celui qui devrait être. Et parce que l'organisme n'est pas focalisé sur ce qu'il fait, donc sur le fait de s'alimenter. Et après... ça fait petit déjeuner en vitesse. Petit déjeuner, je regarde la télé. sans forcément mastiquer. Donc la qualité d'intégration après des aliments, si ça n'a pas été broyé correctement, les intestins forcent un peu. À l'échelle de plusieurs années, on peut avoir des pathologies qui peuvent se développer. Donc déjà, il y a ça. Et d'autre part, c'est vrai qu'on aime beaucoup la douceur, on aime beaucoup ce qui est mou. On s'est habitué avec le temps à manger de plus en plus mou. Cependant, il y a des études qui ont été faites ces dernières années qui nous ont prouvé que le fait de moins mobiliser les muscles de la mâchoire et les nocicepteurs et d'autres récepteurs aussi de la mâchoire, ça fait que l'articulation temporomandibulaire, donc l'articulation de la mâchoire, qui a un rôle dans notre équilibre et dans la gestion de l'équilibre, cette gestion-là diminue en qualité, ajoutée à des facteurs comme la sédentarité. Là aussi, il y a des petites choses qui jouent sur les capacités de motricité, d'adaptation aussi, physique de l'enfant, et ça fait partie du développement. Donc c'est très important de mastiquer, de prendre le temps de mastiquer. Si les yeux sont concentrés sur autre chose, un écran ou autre, et qu'on n'est pas sur la nourriture, on n'est pas sur le réel moment de s'alimenter, ça dissipe et ça perturbe tout le processus. Et aussi, en termes de développement, quand on ne mastique pas correctement, et puis, pareil, si l'enfant, au moment de manger, ne prend pas la peine d'ouvrir la bouche pour manger, l'articulation, après, quand il faut parler, ça a un rôle dans l'élocution, dans la motricité de la langue. En fait, on prend les choses comme si c'était des pièces détachées, mais c'est tout le corps qui vit, qui vit et qui contribue à tout ça. Et donc, dans le développement de l'enfant, mais aussi pour l'adulte, et je suppose que tu vas acquiescer par rapport aux personnes âgées, on le voit très bien. Si on ne prend pas le temps pour bien ouvrir la bouche, pour mastiquer, etc., quand la personne peut encore mastiquer, même quand ce n'est pas le cas, il faut des fois attendre que ça passe un peu en bouche et puis que ce soit avalé correctement. En fait, il y a des mécanismes qui peuvent passer à la trappe et progressivement, ça crée des pathologies après, des zones de fragilité qui, entretenues, dérivent sur des pathologies. Oui. Et c'est vrai que je rebondis sur ce que Mme Thérèse vient de dire, c'est que c'est très important pour la mastication. On recommande effectivement du point de vue nutritionnel
de prendre au moins 20 minutes pour mastiquer. Et c'est vraiment le temps pour que le cerveau le signale du rassasiement. Plus on mange vite, plus on a faim. Donc ça participe à le surpoids, à l'obésité et à la prise effectivement d'aliments de manière compulsive parce que le cerveau n'a pas le signal du rassasiement. Donc on demande effectivement de bien prendre au moins 20 minutes pour manger, pour bien mastiquer, pour le signal et le temps du rassasiement. Et hop, on sent l'effet de satiété. Et puis, juste, et puis aussi pour effectivement pour les 20 minutes aussi, c'est vrai que des fois les gens disent ah oui, c'est comme ils sont pris un petit peu le matin pour le petit déjeuner. Alors ce serait vraiment de peut-être se coucher un peu plus tôt, trouver des astuces pour le temps le matin qui n'est pas toujours évident. Mais là où je voulais en venir, c'est que très souvent on s'oriente vers des aliments très mous, alors qu'il faut aussi croquer dans le fruit. Donc la compote c'est bien. Mais croquer dans le fruit, ça a aussi un rôle parce que les dents, les os de la mâchoire vont développer une résistance. De même qu'un enfant très sédentaire, on voit très bien, quand on ausculte, on voit très bien la différence entre un enfant qui bouge, qui court, qui saute, qui va tomber des fois, etc., qui aura un squelette un petit peu plus robuste. Et puis, un enfant qui est le plus souvent dans le fauteuil, qui est devant un écran, qui a du mal à se mobiliser, que l'on dépose à la boîte aux lettres pour qu'il puisse récupérer le courrier. On voit que ces enfants-là sont plus facilement hyperlaxes et ce n'est pas toujours un avantage. Donc, la contrainte de devoir croquer, enfin contrainte entre guillemets, contrainte mécanique, mais c'est pas une vraie contrainte, hein, c'est ce à quoi la mâchoire sert. Ça peut être tout à fait plaisir. C'est comme par exemple de temps en temps varier aussi dans le petit déjeuner, prendre pas forcément du pain de mie, mais du pain grillé pour croquer dedans, pour que on sente bien que la mâchoire travaille, etc. Ça aussi, ça fait travailler des mécanismes dont on n'est pas conscient, mais qui ont un rôle très important dans le développement. C'est important. Oui, c'est parce que des fois, tu sais, c'est le fait aussi on a un plaisir différent. Parce que moi, j'ai des fruits, par exemple, le jus, ça me dit rien. Le fruit, je le mange. Ah oui, c'est plus savoureux. Et vice-versa. Donc, des fois, le fait même de croquer, effectivement, et de manger, de prendre le plaisir d'avoir le fruit juteux et de prendre le plaisir à le manger, c'est vrai que non seulement c'est bon pour la mastication, mais c'est un autre plaisir. En forme de jus, c'est pas pareil. C'est vrai que c'est bon. Et puis, le mouvement de la mâchoire quand on boit, et puis quand on mange et qu'on mastique, c'est pas la même chose. Et comme tu disais, chaque organe, chaque côté, ça a son rôle. Donc, et il faut tout utiliser parce que des cellules qui ne sont pas utilisées par nature déclinent. Donc, y compris par rapport aux stimulations neurologiques, des parties du cerveau qui ne sont pas suffisamment stimulées, qui ne sont pas suffisamment utilisées, déclinent. Donc, il faut essayer d'avoir des stimulations en tout genre et de les varier le plus possible par rapport, surtout chez un enfant, parce que c'est là que tout se met en place. Donc, il y a vraiment une arborescence des cellules nerveuses pour créer des connexions et puis pour tout intégrer, pour tout enregistrer. Et c'est pour ça qu'il faut varier le petit déjeuner, c'est pour ça qu'il faut varier les habitudes, c'est pour ça qu'il faut exposer les enfants à ne pas les mettre dans une zone de confort comme ce qu'aime l'adulte, mais ouvrir le champ des possibles par rapport à des choses très inhabituelles. Et en fait, parmi les facteurs de croissance, il y a aussi l'inhabituel. C'est-à-dire qu'on voit bien que, par exemple, la période de forte croissance, c'est entre mai et octobre-novembre. Mai-octobre, Pourquoi ? Parce qu'à partir du mois de mai, le rythme scolaire change. Donc, il y a un petit peu plus de jeux, il y a un petit peu plus de sorties. Donc, déjà, c'est une stimulation différente pour les enfants. Les grandes vacances, maman, c'est roue libre. Donc, ils rencontrent du monde. T'as oublié ici, là, aux Antilles, en février, il y a le carnaval. Tu dis, mais localement, c'est à sur une période plus longue. Une période plus longue, les stimulations sont plus nombreuses et plus, je dirais, inattendues, puisqu'on est dans la découverte en permanence entre mai et... Parce que là aussi, après les grandes vacances, même si on retourne à l'école, mais on a du nouveau matériel scolaire, on apprend de nouvelles choses, on s'adapte à de nouveaux copains, à une nouvelle maîtresse, etc. Et donc, tous ces mécanismes d'adaptation là qui sont stimulés font que, moi, des fois, je vois certains petits patients, je leur dis, mais vous avez poussé comme des Pokémon. Des fois, ils ont pris, j'ai l'impression qu'ils ont pris 10 cm en 3 mois. C'est vrai. Alors que même le visage peut changer et tout ça.
Et bon, je trouve ça mignon tout plein. Hein. Ouais. Et donc, du coup, je leur dis, mais waouh, et puis la posture change aussi. Puisqu'ils ont poussé d'un coup, ils ont couru, ils ont été à la mer des fois tous les jours. Enfin, en fonction de ce qu'ils ont fait aussi, le corps a changé. Tout ça pour vous dire qu'il faut très peu de temps pour que le corps s'adapte. Il faut profiter de maximum parce qu'ils grandissent très vite. Exactement. Et c'est pour ça que c'est important au niveau nutrition. La base, de nous, les parents qui leur donnent, parce que c'est ça qui va leur servir pour le squelette. Voilà. Une bonne croissance. C'est important. Hein. On ne s'en rend pas compte, mais c'est vraiment nous, à la base, nous, en tant que parents, qui donnons à nos enfants ce qu'il faut pour que demain matin, ils puissent grandir comme il faut. Et justement, ne pas avoir autant de pathologies que ce qu'on voit en ce moment. Et c'est là que la partie alimentaire, elle est très importante. Il faut vraiment qu'on arrive à équilibrer, mais avec les moyens qu'on a. Ça, il faut comprendre qu'il y a les moyens. Et comme la nutrition est différente pendant les vacances et pendant cette période-là, parce qu'on mange ils sont en vacances, ils sont à la maison. Des fois, ils sont chez mamie, donc ils mangent encore autre chose chez mamie. Et ils ne sont pas chez mamie que le week-end, donc ils ont les cousins, cousines, etc. Donc, comme tout est différent, les processus de stimulation boostent la croissance. Et c'est pour ça, y compris sur la nutrition d'ailleurs. Et c'est vrai, tu parlais de moyens. Et effectivement, je rejoins par rapport aux fruits. Et en diététique, on disait alors là, le fruit, c'est le plus important, c'est le mieux, le plus sain pour la santé, le plus savoureux d'ailleurs aussi. Mais comme effectivement on s'adapte, il faut donner des conseils pour que, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle, que les gens ne se sentent pas lésés. Parce qu'il ne faut pas que la santé ni la nutrition soient réservées aux plus riches et aux ceux qui ont plus de moyens. Tout à l'heure là, et Mme Pavadé parlait effectivement des réseaux d'éducation prioritaire. Voilà, donc tout le monde n'a pas les moyens d'acheter du frais, notamment avec la vie chère. C'est pour ça on donne des conseils, effectivement, des substituts. Voilà, le fruit c'est le meilleur, ça c'est sûr, c'est le plus sain, c'est le plus riche en vitamines, etc. Mais ceux qui ne peuvent pas acheter du frais, voilà, des fois il y a des gens pour qui c'est pas abordable, et puis les gens se sont beaucoup plaints effectivement du coût des produits qui ont augmenté au niveau alimentaire et tout ça, voilà, ces derniers mois, dernières années, voire et tout. Alors c'est vrai que c'est pour ça qu'on donne la solution de la compote, au lieu de ne rien manger du tout, si on peut pas manger du frais, et bien la compote, même si effectivement pour la mastication le fruit sera plus important. Mais du moment qu'on croque dans quelque chose, même si c'est du pain grillé, de temps en temps varier pour pouvoir ne pas manger que du mou. Oui, voilà. Voilà, mais c'est ça. En tout cas, je disais même les moyens. Oui, pour les moyens. En tout cas, même la biscotte, c'est pas forcément pour le fruit. Mais là, c'est pour les moyens. Mais même pour la biscotte, le fait de croquer, donc pas forcément manger que du mou tous les jours. En fait, là, on peut vous mettre toutes les deux en équilibre. C'est qu'en fait, même si tu es pressé en partant, trouve le moyen que l'enfant, dans ce que tu lui donnes, ait quelque chose à mastiquer. Oui, voilà, c'est ça. Et puis à côté, si on n'a pas le temps, parce que les fruits coûtent trop cher qu'on n'a pas pu, si on a le moyen de donner une petite compote ou quelque chose qui puisse équilibrer. Là, comment pour l'équilibre nutritionnel, effectivement, je disais que ce soit la compote ou le jus, on dit vaut mieux ne au lieu de rien manger du tout, oui, bien sûr. Alors il faut quand même manger ou une compote ou voilà que tout le monde soit égalité, et un petit déjeuner sain et équilibré, ça c'est capital, voilà. Donc la compote ou le jus sera toujours, le petit jus sera toujours plus équilibré que de n'avoir pas du tout de fruits ou de compote ou de jus. Voilà, c'est que quand même il faut trouver l'équilibre avec la santé, les recommandations sanitaires, que ce soit au niveau podologie, orthophonie, etc., au niveau nutritionnel et au niveau effectivement de l'école, des recommandations aux écoliers, mais il faut trouver justement entre la santé, les moyens des gens, et puis pour qu'on puisse allier théorie et pratique. Ce sont des camps de la théorie, il faut voir un petit peu les difficultés des gens pour qu'on puisse donner différents types de petits déjeuners pour que tout le monde puisse trouver son compte et puisse accéder à un bon petit déjeuner, quelle que soit sa catégorie socio-professionnelle. C'est important pour nous, voilà, qu'une bonne alimentation soit accessible à tout le monde, en fait. Voilà. Tout à fait. Voilà. Et c'est ça qui va nous donner les futurs, hein. C'est notre relève, hein. C'est des enfants. Ça. Oui, demain matin, il y en a qui arrivent à aller. Voilà, c'est ce que je disais, c'est vraiment, c'est important cette partie alimentaire. Et il y a quelque chose que j'ai retenu et qui serait important aussi pour leur dire, c'est l'histoire que quand on croit qu'on a sauté un petit déjeuner, que ça va nous permettre de maigrir, qu'on se rattrape sur la graisse. Non, c'est vrai. Il y a beaucoup qui le font. Voilà. Et c'est des anciennes habitudes et puis des anciennes croyances. Voilà. On va pas manger, on va maigrir. Voilà. Donc en consultation, il faut se réconcilier avec la mobilisation. Voilà. Parce que très souvent, je suis amenée à dire aux parents qu'il faut pas forcément se garer à l'entrée du magasin. Des fois, c'est bien de se garer loin pour marcher un peu. Il m'est déjà arrivé plusieurs fois aussi de dire, mais il faut pas ramener l'enfant. L'enfant peut marcher pour aller chercher le courrier, même si des fois c'est
quelques dizaines de mètres, l'enfant peut marcher pour aller à la boîte aux lettres. Il faut que, normalement, le corps d'enfant est en plein développement, et donc il faut qu'il puisse se mobiliser, il faut qu'il puisse entretenir une résistance. Il faut qu'il puisse tomber, sauter, courir, se cogner, etc. Ça fait partie de l'éducation du squelette, parce que sinon, il y a une évolution dans les statistiques que l'on voit. Avant, il y avait très très peu d'enfants qui étaient hyperlaxes. Et il y a... Qu'est-ce que tu entends par hyperlaxe? Alors, l'hyperlaxité, c'est l'excès d'élasticité des ligaments. Donc, si on visualise le squelette, donc on voit les os, tout ça, il y a des petits élastiques qui relient les os entre eux, qui sont les ligaments. Alors, les ligaments ont un rôle très particulier. Ils s'insèrent sur les os, ils font la liaison entre deux os, donc comme ça. Et en fait... il garde l'articulation stable. Donc, l'articulation ne va pas pouvoir ni faire ça, partir dans tous les sens. Et ça va stabiliser l'articulation et préserver aussi la mobilisation des cartilages. Les cartilages sont très importants pour l'intégrité de l'articulation. Et ce qui se passe, c'est que quand on est hyperlaxe, l'articulation est trop souple. Et plus c'est diagnostiqué tôt, mieux c'est. Hein. Mais on sait que dans les incidences de l'hyperlaxité, comme facteur d'apparition, on sait que les facteurs environnementaux, le fait d'avoir de plus en plus de produits chimiques dans l'alimentation notamment, ça favorise ça, mais en général, c'est transmis par la mère. Et donc l'hyperlaxité fait que l'articulation est très souple, donc elle est plus facilement déformable. Donc on sait que comme l'articulation est plus souple et plus facilement déformable, il faut éviter que l'enfant ne soit en surpoids. Or, 4 Martiniquais sur 10 sont en surpoids. C'est ce qu'on disait au début. Et 1 Martiniquais sur 10 est obèse. Donc ça, c'est un problème parce que comme les enfants sont dans le mimétisme, des fois, en termes d'identification et tout ça, il peut y avoir un décalage entre ce qu'ils voient et puis ce qui est bon pour leur santé, même si c'est pas toujours, le lien n'est pas forcément direct entre le fait de se nourrir en excès et tout ça. Il y a des pathologies qui conduisent à tous les jours à l'extérieur. Tout à fait. Il y a ça, mais il y a aussi des pathologies qui font qu'on peut être en surpoids, comme l'hypothyroïdie ou bien d'autres. Donc, il y a des dysfonctions organiques qui sont à l'origine du surpoids ou de l'obésité. Donc, ça, on ne peut pas en disconvenir. Cependant, quand on sait ça, on explique déjà aux parents que quand l'enfant est hyperlaxe, on n'a pas la garantie que ça s'estompe avec le temps. On ne sait pas encore comment détecter le fait que ça risque de diminuer ou pas, mais en tout cas, ça ne part jamais complètement l'hyperlaxité. D'une part, et d'autre part, pour protéger les articulations, il faut qu'il y ait une compensation par les muscles. Donc, on explique aux parents que quand on a un enfant qui est hyperlaxe, il faut que l'enfant fasse du sport vraiment tout le temps. Tout le temps, ouais. Tous les jours. Faut une partie presque tous les jours et toute sa vie. On dit déjà aux parents, préparez votre enfant à faire du sport toute sa vie, parce que toute sa vie, il aura besoin de la tonicité musculaire pour sécuriser ses articulations. Parce que sinon, les genoux peuvent être en valgum, donc en X, en varum, donc comme des parenthèses. On peut avoir des scolioses aussi, notamment en portant le sac toujours d'un côté de l'épaule. Les fameux sacs à dos des enfants. Alors, on va parler des sacs à roulettes juste après, mais quand les enfants ont de mauvaises habitudes de posture, par exemple qu'ils s'assoient plus sur une fesse que sur l'autre, ou bien qu'ils portent le sac uniquement d'un côté, ça renforce un côté du dos et l'autre travaille peu, donc est plus fainéant. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les muscles vont tirer la colonne du côté le plus puissant, et la scoliose va s'installer rapidement par manque de résistance des ligaments. Un enfant qui n'est pas hyperlaxe, la scoliose va s'installer moins facilement. Tandis qu'un enfant hyperlaxe, en quelques semaines, ça va très vite, même si le sac n'est pas lourd. Le fait de toujours solliciter toujours le même côté, comme nous des fois quand on a envie de porter le sac à main toujours du même côté. Ça s'installe très rapidement. Et en ce qui concerne les sacs à roulettes, dans certains pays, c'est interdit. Hein. Dans certains pays, c'est... Alors que nous, on trouvait que c'était pour faciliter, parce que les enfants font rouler, et finalement... Alors, le souci du sac à roulettes,
c'est que c'est pas parce qu'il roule que c'est un problème. Hein. C'est parce que la façon dont on l'utilise fait qu'on a toujours envie de l'utiliser avec la même main. Et donc, ce mécanisme-là, parce que nous, on voit la colonne souvent comme un bloc, mais c'est une accumulation d'étages. Et en fait, chaque vertèbre, les unes sur les autres, exerce une torsion quand il faut tirer le sac. Les muscles d'un seul côté sont contractés. Et donc, par conséquent, ça crée des déviations rotationnelles, mais ça crée aussi des déviations latérales de la colonne. Et ce type de scoliose-là est plus compliqué à gérer que quand on porte juste un sac bien lourd sur les deux épaules avec un cartable normal. Sachant que le corps de l'enfant, ce n'est pas un petit corps d'adulte, c'est un corps d'enfant à part entière, constitué de plus de 80% d'eau, donc spongieux, entre guillemets, et qui est capable d'encaisser ça. D'accord? C'est moins dommageable pour l'enfant d'avoir un sac bien lourd avec un vrai... Je parle des vrais cartables. Tu as de réveiller notre directrice d'école. Je n'avais pas ces informations, effectivement. Je n'avais pas ces informations au niveau de la scoliose. On ne s'en rend pas toujours compte. On tire comme ça. Voilà, mais alors... Il y a deux grosses questions qui interpellent les parents quand on leur pose en examen ce genre de questions-là. C'est le trotteur. Est-ce que l'enfant a eu un trotteur? Mais oui, mais comme tous les enfants. Oui, mais non, mais c'est pas bon. Il y a certains pays où c'est interdit aussi le trotteur. Parce que quand l'enfant grandit, ça ne se voit pas tout de suite. Hein, ça, par manque de sollicitation de certaines zones du corps, comme on disait tout à l'heure, il y a des structures dans les membres inférieurs et au niveau du bassin qui sont moins sollicités. Et quand on utilise le trotteur, il y a des défauts de mobilisation du tendon d'Achille. Il y a aussi des défauts de mobilisation du bassin et du système lombaire, donc avec le sacrum, entre autres. Et très souvent, si on ne rééquilibre pas les choses avant l'âge de 10 ans, mais c'est ça. Ces enfants-là ont plus facilement mal au dos une fois arrivés au collège que les autres. Parce que c'est vrai, des fois on les voit même sur le sentier de l'école. Hein. Je vois des petits, même souvent pour le collège, je vois certains enfants, ceux qui rentrent en 6e. Je vois des petits bouts de chou tout petits avec des gros sacs. Je dis, mais des fois le sac est plus gros que... Voilà. Mais le pauvre petit, mais il est petit pour le collège. Et en fait, de plus en plus, on a des petits, je trouve, pour le collège. Et à côté, tu en as qui sont déjà plus haut, plus bas que tu dis, mais quel décalage. Et c'est vrai que nous, parents, quand on sait que notre petit est plus petit, on a tendance à vouloir être en mode protection un peu plus, parce que mon fils est plus petit que les autres et que je vois que moi, je veux le protéger. Quoi. Mais la croissance, alors on a tendance à beaucoup comparer les enfants aussi, mais la croissance de chaque enfant se fait différemment. Mais oui, c'est différent. Bon alors, ça prête à sourire, je parlais de Pokémon tout à l'heure, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on peut voir un enfant à un instant T, on le voit 6 mois après, c'est plus du tout le même enfant. Mais même 3 mois après, il y a des enfants qui m'épatent. Mais oui, des vacances scolaires. À chaque rentrée, de façon, je suppose qu'à chaque rentrée, vous devez être un petit peu du genre à dire, c'est l'enfant de l'année dernière qui est là, il y a même pas 3 mois. Des fois, chez le même enfant, il y a un changement de pointure une seule fois ou deux dans l'année. Et puis le même enfant, 2 ans plus tard, change 4 fois de pointure dans l'année. C'est incroyable. Hein. Même pour les filles, hein, quand elles arrivent au moment de la puberté et tout, le changement radical qu'il y a chez les filles, au bout d'un moment, on se dit, ça y est, elle a grandi là. C'est vraiment... Tout à fait. Et on voit une accélération après de la modification des données morphologiques et posturales à partir de la préadolescence. Parce que comme le corps change, et que l'enfant ressent aussi, peut-être inconsciemment, mais ressent aussi des changements... endocriniens et autres dans son corps, les adaptations qui sont en place font que ça va évoluer très rapidement entre 12 et 16 ans à peu près, aussi bien chez les filles que chez les garçons. Ça commence plus vite chez les filles que chez les garçons. Mais il y a des adaptations posturales auxquelles il faut prêter attention en tant que parent. Quand on voit son enfant partir, il faut regarder comment l'enfant marche, comment l'enfant gère. L'attitude devant la télé ou devant l'ordinateur, l'enfant reste au moins 4 heures de temps dans la même posture ou bien les 2 pieds en l'air. La sédentarité, c'est notre pire ennemi, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. La sédentarité, c'est notre pire ennemi parce que c'est vraiment ceux qui, à la fois sur le plan
morphologique, sur le plan métabolique aussi, parce que ça nuit aussi, hein, le corps est fait pour être en mouvement, mais sur le plan cérébral aussi, le corps est fait pour être en mouvement. Et donc la sédentarité, c'est vraiment notre pire ennemi, dans le sens où ça va nous exposer à tout plein de pathologies qui sont évitables. Les pathologies qui ne sont pas évitables. Bon, voilà. Oui, ouais. Mais quand on sait que telle ou telle chose est évitable en choisissant mieux ses chaussures, en faisant du sport, en marchant, en buvant suffisamment d'eau. Parce que quand on est déshydraté, on a des cartilages plus secs, on a plus facilement des tendinites, on a plus facilement des douleurs articulaires. Vous avez vu les pics de chaleur qu'on a en ce moment? Mais oui. Et maintenant, ils ont donné une habitude, on a de l'eau qui est aromatisée à ci, aromatisée à ça. Et ça aussi. Et là, c'est pour ça qu'on a parlé dans le petit déjeuner du point de vue nutritionnel de l'eau naturelle. On rappelle, eau nature, pas gazeuse, on a de moins pas en moins aromatisée. Oui, voilà. Parce que les eaux aromatisées, certaines contiennent pour 100 millilitres 5 grammes de sucre. Dans une bouteille de 500 millilitres, il y a des fois 25 grammes de sucre. Voilà. Et si c'est pas du sucre, c'est des édulcorants. Prenez l'habitude de boire de l'eau attention, donc pas d'eau. Oui, voilà. Ou des normale. édulcorants qu'on n'aime pas les effets néfastes pour la santé. Ils sont potentiellement cancérigènes pour certains. Donc on conseille vraiment, même des faux diabétiques, de ne pas prendre des édulcorants. Donc plutôt de l'eau nature et pas gazeux, on a dit, pas aromatisé aussi. Pour être sûr de ne pas avoir du sucre. Et je voulais juste rebondir avant. Tu avais demandé quelque chose pour rappeler pour le sauter des repas. Voilà, je l'allais laisser cette partie-là est importante parce que tu m'avais posé une question pour le fait de rappeler le fait de sauter des repas est néfaste pour la santé. C'est vraiment très important parce que beaucoup de jeunes enfants, adultes, pas les seniors quand même, sautent des repas. Et il faut rappeler ça, sauter des repas ne conduit pas à perdre du poids. Ça, c'est capital. Au contraire, quand on saute des repas, on stocke du gras et on grossit. Voilà. Beaucoup de gens, des fois des jeunes qui développent des fois des troubles du comportement alimentaire, anorexie ou boulimie, ou perdre du poids, voilà, jeunes ou enfants, voilà, des fois à partir de 12 ans, notamment les adolescentes. Et pour elles, c'est un calcul. Je saute du poids, je mange moins de calories, je saute des repas, je mange moins de calories et je maigris. Alors, pas du tout. Au contraire, bon, bien sûr, il y a l'exception qui confirme la règle, mais sauter des repas, après on est affamé, puisqu'on n'a pas, le corps n'a pas tous les nutriments, toutes les kilocalories nécessaires pour bien fonctionner. Donc après, tôt on est affamé, on a envie, c'est pour ça qu'on fait des crises anorexie, boulimie, on a envie de manger, de sauter sur tout ce qui bouge. Donc, faut pas sauter des repas quand on veut perdre du poids. Ça sert à rien. Vraiment. Et ce qui permet de perdre du poids, c'est avoir une alimentation équilibrée en prenant 3 repas, petit déjeuner, dîner. Et en fait, entre le repas, on ne mange pas, on boit de l'eau. Les personnes qui gardent le mieux la ligne, qui n'ont pas des problèmes de poids et de santé, puisque l'alimentation joue sur les problèmes de poids, eh bien, c'est vraiment les personnes qui font 3 repas savoureux, équilibrés, avec le plaisir de l'assiette et la santé. Entre le repas, on ne mange pas. Voilà, il ne faut pas sauter des repas. Tu m'avais c'est important, ça, parce que pour pouvoir perdre du poids. Ça, c'est capital. Et pour que les jeunes aussi, enfants, ados, ne développent pas des TCA, des troubles du comportement alimentaire, notamment de l'anorexie, tout ça, qui peuvent être mortels pour les jeunes filles, plus les filles que les garçons quand même, mais voilà. Donc, c'est vraiment capital de le rappeler. J'ai retenu. Non, mais c'est important. Parce que je sais que je vois tellement de jeunes autour de moi. Effectivement, je dis, vers quelle heure tu as mangé? Moi, je sais, mais même nous, des fois, on est pressé de partir. Tu te prends un café, tu te dis, bon, je prends un café, je vais manger vers 10h, vers 9h. Le problème, c'est que vers 10h, tu fais autre chose. Finalement, tu te retrouves à l'heure du repas de midi en te disant, mais j'ai qu'un café sur l'estomac, quoi. Et souvent, on se retrouve dans un problème de société. Je sens que j'ai réveillé. Oui, c'est vrai. J'ai bien compris ça. Le problème de société, c'est qu'on se réveille, mais il faut courir. Et comme elle disait tout à l'heure, Mme Délin, il faudrait peut-être prendre l'habitude de se réveiller plus tôt pour se prendre un petit moment pour dire, bon, allez, je me réveille plus tôt, je vais prendre le temps de m'occuper de moi. En fait, prendre le temps de boire, prendre le temps de s'asseoir. Et ça s'apprend depuis petit aux enfants. Exactement. Et montrons-leur l'exemple aussi. C'est ça. Le rapport à la nourriture est très lié au fait de cadrer les choses comme quand on doit travailler. Quand on travaille une fois devant la télé, une fois devant l'ordinateur, une fois à côté du portable, une fois sur le lit, une fois à l'extérieur, le cadre n'est pas fixé pour que l'enfant puisse intégrer et se concentrer correctement. Donc, s'asseoir pour pouvoir et s'asseoir correctement pour intégrer les informations, c'est valable pour le travail scolaire, mais aussi pour le repas. Parce que le cerveau est en pleine construction. Quand il détermine que là, c'est bon, on a pris cette habitude-là, à l'intérieur, le métabolisme est en train de mettre les choses en place pour s'apprêter à recevoir la nourriture et pour que tout se passe correctement. C'est comme quand on doit digérer en fonction de ce que l'on fait après manger.
l'intégration des nutriments ne se fait pas de la même façon en fonction de si on court, de si on fait la sieste. Si on voit de la télé. Voilà. Ou bien si on mange et qu'on va se coucher 10 minutes après. Exactement. Voilà. Donc, tout ça, ça compte. On a souvent minimisé l'importance de ces petits détails-là dans le quotidien, mais ça fait toute la différence parce que tout le corps en pâtit. Donc, c'est vraiment... comment dirais-je, une considération, pas par pièce détachée, mais il faut vraiment se dire que ce qui fait du bien comme cadre pour le corps, pour les habitudes, ça va faire du bien à tout le corps. Tout le corps. Et c'est vrai que prendre un bon petit déjeuner équilibré, effectivement, ça passe, comme on disait, prendre les 20 minutes de mastiquer, ça passe par la posture. Parce que pour prendre les 20 minutes, pour bien mastiquer, prendre son temps, c'est que ce ne serait pas... Heureusement, les enfants ne conduisent pas encore, mais ce ne serait pas en courant, on ne pourra pas... Non, mais des fois, les enfants sont allongés sur le ventre, devant la télé en train de manger. Être donc, allongé sur le ventre qu'on doit ingérer, donc forcément, ce n'est pas une bonne chose. Mais des fois, l'enfant est allongé par terre avec... C'est pour ça que la posture, je disais, voilà, c'est important, c'est capital. Pour ces fameuses 20 minutes-là, effectivement, c'est complémentaire. La posture, pour prendre 20 minutes, ce ne serait pas effectivement en étant debout. Donc, c'est vraiment en ayant une bonne posture aussi pour les 20 minutes. Donc, c'est vraiment complémentaire, la bonne posture pour les 20 minutes de mastication et que le cerveau et le temps du rassasiement. C'est vrai que c'est capital aussi. C'est pour ça qu'on a tenu à parler aussi d'alimentation que de la posture. Oui, voilà, exactement. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais les deux sont liés. Oui, Et là où on a compris aussi la chose importante, c'est qu'en fait, nos enfants, c'est nous qui leur donnons. En fait, il y a du mimétisme. L'enfant, tu vois qu'on est parti, on est pressé, qu'on ne mange pas, l'enfant ne mangera pas. Il va se dire, bon, j'ai été élevé dans ça, donc je prends quelque chose, je mets dans le sac, je vais manger à l'école. C'est vrai. Et c'est vrai que c'est comme ça que ça commence. Il dit ça souvent, on va dire, sans se rendre compte, il dénonce entre guillemets des petites choses qui se passent à la maison spontanément, voilà. Et c'est vrai qu'ils disent, les parents qui partent sans manger, ils disent aussi que des fois, on est au mois de novembre, mais par exemple, ils disent bon, on a déjà mangé 3 jambons de Noël à la maison, on est peut-être 5, et au mois de novembre, il y a 3 jambons de Noël qui ont déjà été consommés. Ah, oui. Donc, alors que on est au mois de novembre. Alors c'est la tradition. Ils disent beaucoup de choses et c'est pas eux qui vont acheter les jambons, ça, on est sûr. Donc il y a des choses qui se font effectivement et ils prennent de mauvaises habitudes. Mais on n'est pas là non plus pour casser du sucre sur les parents. Chacun fait comme il peut. Mais c'est vrai que les enfants relâchent beaucoup. Voilà, ce qu'ils voient. Moi, ça m'arrive avec quelque chose parce que je sais que autant mon père était vivant, quand le mois de novembre commençait, il fallait qu'il aille acheter son premier jambon de Noël, qu'il le fasse cuire et c'était notre tradition à nous. Et disait, ça y est, Noël arrive, ça y est, il y a déjà un premier jambon. Là, ça disait qu'on est déjà en prémisse de Noël. Et c'est vrai que c'est un plaisir. Et ça rentre dans les us, dans les habitudes de certains foyers. On se prend notre petit jambon à l'avance, ou alors il y en a qui le font au dernier moment. En fait, c'est l'abus en toute nuit. Voilà, parce que regarde maintenant, on mange du pain au beurre et du chocolat toute l'année. À n'importe quel moment, mais toute l'année. Ça, je mets au congèle et je le sors quand je veux. Ça conduit aux excès, par contre, c'est vrai, c'est une réalité. On n'a pas notre terrain en diététique, mais c'est que ça conduit aux excès quand même, parce que des choses qui étaient réservées pour les plats de fête, et ce sont quand même des repas gras, sucrés, salés, comme pour les repas de Noël, pâté, jambon, tout ça, eh bien, ça devient une banalité. Ça se banalise. Alors, on mange trop gras, trop sucré, trop salé. Avant, c'était une petite période. C'est pas trop gras si c'est le jour de Noël, le 31. Maintenant, c'est toute l'année. D'où les taux de surpoids et d'obésité qui ont augmenté. Donc c'est important de pouvoir quand même réguler notre alimentation. Et puis, ne pas manger des aliments festifs, quand même régulièrement. Sinon, voilà, parce que les aliments festifs sont quand même plus riches. Le chocolat communion, c'est pas un chocolat normal avec une petite cuillère de, voilà, les traits quand même riches. Très bon par ailleurs quand même, mais quand même on ne doit pas le manger toute l'année. Alors parce qu'on a tendance à faire notre petit beurre maintenant et puis on met le congèle et puis quand j'ai pas envie de manger le soir, je me dis bon mais ce soir ça sera pas au beurre. Les patients me disent ça quand il pleut. Quand il pleut, oui. Mais j'ai dit ça hier soir. Si c'était une religion, le pain au beurre, le chocolat, nous toute l'a pris. Il y en a maintenant qui me disent qu'ils s'achètent leur boudin aussi tous les week-ends. Alors que tout ça, ce sont des plats riches. Avec une bonne petite salade. Voilà. Mais c'est là qu'on se dit que c'est les parents aussi, parce que moi j'ai eu l'habitude de manger mon boudin le dimanche. C'est ça. De temps en temps, je peux souvent sauter un dimanche, mais c'était une habitude. Le dimanche, je boudin bien chaud. C'est les habitudes des parents qui nous donnent. Et en grandissant, on se dit, je mangeais bien du boudin le dimanche là qui arrive là. C'est quelque chose. En fait, le cerveau
On mémorise tout. Exactement. Et notamment les mauvaises habitudes. Donc, il faut quand même... C'est plus facile à apprendre que les bonnes. Voilà, exactement. Changer ses habitudes, c'est vrai que c'est pas facile. Hein. Ça nécessite du temps, de la persévérance, tout ça. C'est vraiment pas facile. Mais heureusement, pas impossible quand même. Hein. Ça faisant suivre par les professionnels de la diététique. Ce qu'on pourrait avoir, c'est par exemple, comme tu disais, au moment du repas avec les enfants, par exemple, c'est un atelier. Voilà. On mange ensemble. Le temps. Et peut-être que ça va faire l'enfant nous parler un peu plus de sa journée, de ce qui s'est passé. On était à la télé, on va manger. L'histoire de se mettre ensemble, même si c'est une petite table, mais être à table avec son enfant, c'est important. J'ai eu des adultes, ça m'est arrivé au cours de discussion, de me rendre compte qu'il y a des adultes qui ne connaissent pas le fait de se mettre à table avec leurs parents. Ils m'ont carrément dit, mais nous, chez nous, il n'y avait pas ça. On ne connaissait pas l'histoire de manger à table ensemble. C'est vrai. Et ça aussi, c'est mine de rien, c'est des traditions, c'est notre habitude à nous. C'est chaque personne qui voit son habitude, comment il fait avec ses enfants. Mais on n'a pas idée qu'en fait, en faisant les enfants et en faisant avec nos habitudes, on est en train déjà de reproduire comment seront nos enfants dans le futur. Et c'est après, quand tu es là et que tu es plus âgé, tu te dis, tu commences à lui dire quelque chose, il te dit, ah mais maman, tu as oublié. Hein? Finalement, c'est toi, hein? C'est comme ça. Donc, on se rend compte qu'ils ont intégré ce que nous faisions et qu'ils le reproduisent. Tout à fait. Au-delà de l'aspect tradition, le fait que ce soit des mécanismes, c'est géré par le cerveau de manière particulière. C'est pas exceptionnel. Donc, mine de rien, alors nous, on voit ça par l'aspect tradition et tout ça, mais quand les enfants, auparavant, savaient à quelle heure le repas se faisait, chacun a son rôle. Celui-là met les fourchettes, celle-là met les cuillères, celui-là met les couteaux, un autre passe pour déposer les assiettes, etc. Ça cadre les choses. Et comme le cerveau sait que juste après, il y a la nourriture qui va arriver, l'estomac est déjà en train d'adapter sa physiologie pour recevoir. Il y a les mécanismes de salivation, parce que c'est comme des réflexes. Hein. Vous voyez le chien, des fois, je ne suis pas en train de reparler des gens chiens, hein, mais j'explique le mécanisme de réflexe. Si vous prenez, quand vous avez un chien, vous avez l'habitude de taper sur la gamelle avant de lui donner à manger. Il sait que ça va être quand il entend le son, signal, on salive, on va manger. Et c'est systématique. Et tant que le chien n'aura pas entendu, le chien ne va pas s'attendre à manger. Et le mécanisme de la salive ne va pas se faire comme pour recevoir de la nourriture. Donc, ça n'a l'air de rien comme ça. On a des milliers, si ce n'est des millions de mécanismes qui se font et qui, en fait, contribue à notre bonne santé et à la façon dont le cerveau perçoit les choses. Et la perception, comme elle n'est jamais objective, il faut donner un petit coup de main de temps en temps à notre perception pour se faire du bien. Mais oui, c'est pour ça que des fois, quand justement, tu mets déjà l'assiette, tu as mis les couverts et tout, si tu prends trop de temps après pour mettre le repas dans l'assiette, effectivement, les gens sont déjà en mode d'attente, mais attends, on a mis le couvert là, mais j'ai faim, où est le repas? Et puis le ventre est déjà en train de garder. On est prêt pour manger parce que l'assiette, tout est mis et qu'on sait que dans notre cerveau, si on me met l'assiette, on me met les couverts, je veux le repas derrière. C'est ça. C'est incroyable. Et c'est vrai que je voulais juste dire aussi par rapport à ça, quand c'est possible, c'est très bien, c'est vraiment du point de vue familial et tout ça. Et puis pour ne pas culpabiliser certains parents aussi, des fois les horaires font que c'est pas toujours possible. Oui, dans la pratique de terrain, il y a des personnes qui travaillent tard, voilà. Oui, donc il y a des personnes le soir qui sont là. Mais même quand les parents ne sont pas là pour manger avec les enfants, dire à l'enfant qu'il vaut mieux se mettre à table pour manger, pour être dans une bonne posture pour manger. C'est déjà ça. Voilà. C'est juste je parlais du repas familial. Des fois, c'est pas toujours possible selon les horaires de chacun. Donc voilà, on essaie de. Et puis quand on entend parler, attends, celui qui met le couvert, celui qui met. Ça veut dire famille nombreuse. C'est pas tout le monde qui a famille nombreuse. C'est pas tout le monde non plus. On va avoir un ou deux enfants. Ah oui, il y a un seul enfant. Effectivement. On essaie de donner le mieux comme recommandation. On a des familles monoparentales. Si la maman ou le papa ne peut pas être là au moment où l'enfant doit manger, mais le simple fait de dire à l'enfant, il vaut mieux que tu sois à table, mets ton couvert, assieds-toi bien sur la table pour être bien à l'aise pour pouvoir manger. Par exemple, quand l'enfant est plus comme ça pour manger, on se rend bien compte que la position du bassin n'est pas la bonne, la position du dos n'est pas la bonne, les épaules non plus, la tête non plus, et la mobilisation des deux bras ne sera pas équilibrée. Tandis que si l'enfant est bien assis dès le départ, les choses se font, et la qualité de la mastication aussi, parce que si l'enfant est déjà dans une mauvaise posture, en plus avec les yeux sur l'écran, etc.,
on avale, et en fait, en particulier l'intestin grêle, qui est plus susceptible à la mastication, à la qualité de la mastication, eh ben, il force plus. Donc là aussi, c'est important. En tous les cas, pour Madame la directrice d'école, ce qui est bien, c'est qu'on a bien compris que la partie alimentaire est très importante, que des fois, quand on a des enfants qui sont avachis sur la table et que on a une espèce d'alarme qui doit s'allumer et se dire, peut-être qu'il y a une difficulté derrière et qu'il y a peut-être un petit signal pour aider les parents si besoin. Et puis, je dirais qu'on a compris que c'est nous qui faisons l'alimentation et le bien-être de nos enfants, en fait. Et comme disait Mme Délin, il ne faut pas culpabiliser parce qu'on a chacun nos moyens. La société actuellement fait que tout le monde fait avec ce qu'il a en main. Mais c'est vrai qu'avec nos saisons que nous avons, il y a des goyaves, il y a des mandarines, il y a tout. On a nos fameuses saisons. On doit pouvoir se rattraper sur nos fruits locaux à nous. Ou bien, même, je dirais que souvent, même quand on passe sur la route, on a plein d'arbres fruitiers, plein de fruits. On voit des gens qui ramassent des mangos par terre. Il y a toujours moyen, quelque part, d'essayer de se faire plaisir. Et là où on va rester, je remercie déjà toutes les trois d'être venues pour l'émission. C'est important de parler de tout ce qui est santé et que bon, nos enfants, c'est quand même une partie de nous. Et puis, avec mimétisme et tout, c'est vraiment nous après. Parce que des fois, on regarde des enfants se dire, waouh, toi, tu es l'enfant d'un tel. Parce que là, c'est clair que tu vois déjà le physique de l'enfant. On voit le parent, mais quand on le voit faire certains trucs, on dit oui, effectivement, sans se rendre compte, c'est nous qui leur donnons le là. Hein. Donc voilà, c'est quelque chose. Et là où effectivement, on apprend encore quelque chose au niveau du sac à dos et du sac à roulettes, parce qu'on a toujours cru que le sac à roulettes était plus facile. Et on se rend compte qu'on a certaines croyances, certaines choses qui font que c'est du vécu. Et en fait, c'est des croyances et derrière, c'est pas justifié. Parce qu'on se dit, ça roule, ça va aller plus vite, l'enfant est plus... Eh bien non, finalement non. Et derrière, on a des problèmes, on se retrouve avec des problèmes de santé, des problèmes de scoliose. Nous, les Antillais, on a déjà une espèce de scoliose qui est déjà plus marquée par rapport à certains départements. On a une cambrure. Voilà, la cambrure, c'est pas la scoliose. La cambrure, c'est dans le plan sagittal, donc de profil. On a une cambrure qui est naturelle, donc il faut faire attention. Par exemple, quand on voyage, si on voit un ostéopathe ou un kiné ou bien un orthopédiste, ça peut paraître ça peut paraître dans des normes pathologiques pour certaines personnes qui n'exercent pas sur le territoire, mais c'est physiologique pour nous parce que le reste du corps est déjà adapté à notre cambrure naturelle. Mais il y a certaines écoles où c'est des écoles sur d'autres sols que chez nous qui considèrent notre cambrure comme pathologique. Mais quand c'est lié à l'ethnie, il faut pas y toucher parce que si on réduit cette cambrure-là, ça peut donner d'autres troubles à la posture et à la mobilité. Juste un dernier mot parce que la dernière fois on n'avait pas du tout eu le temps d'en parler concernant les pieds et les chaussures. Je tiens à dire aux parents que des fois c'est très facile de prendre des petites chaussures en plastique parce qu'il y a les petites sandales en plastique qui tiennent juste le pied comme ça, et dans lesquelles ni les enfants ni les adultes ne marchent correctement. Il faut arrêter avec ça parce qu'il y a un accroissement des pathologies à cause de ça, que ce soit les pathologies articulaires au niveau aussi des tendons. Au niveau aussi du cartilage, on a plein de problèmes avec ce type de chaussures-là. Il faut éviter les chaussures très plates et très fines, y compris les ballerines. Les ballerines, si c'est pour la danse classique, pas de problème. Mais ce n'est bon ni pour les enfants, ni pour les adultes. Les tropéziennes, si c'est pour aller au restaurant, au marché, dans le sable, il n'y a pas de problème, mais c'est pas fait pour aller à l'école, c'est pas fait pour marcher. Pour les adultes, ça donne des contraintes mécaniques aux pieds, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte, qui sont très dommageables. Et le plus souvent, on marche mal dedans. Donc, surtout, les enfants, ils ont besoin de stimulation et de maintien. La stimulation, ils peuvent marcher pieds nus dans l'herbe, dans le sable, dans la terre. Sur le béton et les carreaux, c'est moins intéressant, mais c'est pas encore trop grave pour les enfants. Mais après 35 ans, il vaut mieux éviter de le faire excessivement. Parce que le capitonnage plantaire, donc les coussinets qu'on a sous les pieds, se renouvellent peu.
Ah bah oui, plus on vieillit, ça s'affine, ça se tasse et ça s'abîme. Et après, au bout de 70, 80 ans, des fois, on sent l'os directement sous la peau. Et quand la personne est debout sur ses pieds, des fois, les personnes disent, j'ai sur le pied, pied, moi, qui fait mal, machin. C'est essentiellement parce que le poids du corps repose sur les os. Donc, quand il n'y a pas l'amorti qu'il faut à cause des coussinets, forcément, le poids du corps est plus difficile à supporter et ça atteint la mobilité. Bon. On a aussi la possibilité de porter des semelles orthopédiques avec du capitonnage de substitution. Il y a différentes techniques qui existent. Mais en tout cas, pour préserver le pied de l'enfant, on peut déjà lui permettre de marcher pieds nus sur différents types de sols naturels, c'est mieux. Quand il est chaussé, que ce soit du chaussage ouvert ou fermé, pas en plastique, ni trop plat, ni trop fin et maintien. C'est-à-dire que si ça doit être de l'ouvert, il faut que le pied soit bien maintenu. Il faut faire attention à la morphologie du pied de l'enfant parce que les chaussures qui vont aller à l'aîné, c'est pas forcément les chaussures qui vont aller à l'enfant suivant. Et surtout, on ne passe pas les chaussures d'enfant à enfant. D'un enfant à un autre. Parce que les usures de l'un vont porter atteinte à la démarche de l'autre. Donc, là aussi, il faut tenir compte de ça. Et chose très importante, on n'a pas la même pointure dans les chaussures ouvertes, fermées, les chaussures de sport, que ce soit en tant qu'enfant et en tant qu'adulte. Déjà, entre le matin et le soir, on a une différence de pointure. Quand on se réveille le matin, comme on dormait à l'horizontale, je pense que tout le monde dort à l'horizontale, donc la pression sanguine est plus ou moins équivalente dans tout le corps et tout est au repos. Muscles et articulations sont au repos. À partir du moment où on est en position érigée, donc on est debout, on commence la mobilisation, on fait travailler les muscles et les articulations. Il y a des choses qui se mettent en place, les muscles gonflent, les articulations se lubrifient. Donc, on a un état du corps qui progressivement travaille avec sa mobilité. Et donc, le volume... D'où l'importance, quand on se réveille aussi, de s'asseoir un petit moment. Et de s'étirer. Voilà. Vous voyez les animaux, ils s'étirent au réveil et avant d'aller dormir. Et en fait, bon, ça c'est un petit peu plus en profondeur quand on vient en consultation. Mais moi, je dis à mes patients qu'on aurait dû nous éduquer dès l'âge scolaire à nous étirer parce que ça nous éviterait... un maximum de pathologies musculo-squelettiques et aussi tendineuses parce que les contractures que l'on a hier s'accumulent à celles d'aujourd'hui qui s'accumulent à celles de demain. Et si on ne s'étire pas, on les garde et c'est ce qui déforme notre démarche et notre posture au quotidien. Donc, très important, on choisit bien les chaussures. Quand on se réveille, on s'étire. Quand on va dormir, on s'étire. Comme les animaux le font. En fait, eux, ils ont tout compris. Ils n'ont pas besoin de nous pour leur dire quoi faire. Ouais. Et en matière de chaussage, j'insiste bien, on n'a pas besoin de prendre spécialement des chaussures de marque, hein, mais des chaussures qui maintiennent, qu'elles soient ouvertes ou fermées. Ah oui, je parlais des différences de pointure. Donc, on se réveille le matin, on a une pointure. On peut très bien chausser, voilà, on parle d'enfants, donc un 35 le matin et un 36 le soir. Mais le plus important, c'est que les orteils ne touchent jamais le bout de la chaussure. Parce que sinon, il y a des contraintes mécaniques avec de petites compressions des cartilages et ça abîme la qualité des articulations et ça peut même les déformer, même à l'âge d'enfant. Ça crée des contraintes musculaires d'adaptation avec les tendons des extenseurs en tension et les muscles des extenseurs jusqu'à la jambe qui travaillent trop par rapport aux muscles postérieurs. Donc là aussi, au niveau du dos, ça crée des dommages de mobilisation. Donc en fait, ce qu'il faut voir, parce que ce sont des choses un peu techniques et chaque enfant a ses spécificités, c'est que dans les chaînes musculaires posturales, tout est lié. La façon dont on positionne les orteils, ça a des incidences sur la façon dont on tient sa tête. Ça va vraiment jusque-là. Les pieds, c'est quelque chose. Hein. Ça ne rend pas compte. Hein, ça va vraiment jusque-là. Et donc, je suppose que comme tout le monde, vous avez déjà entendu dire « Ah, mon pas qu'à comprendre, m'a acheté sous l'état à bon matin pour aller l'enterrement. Moi, dans l'enterrement, m'a passé à cipoter. Ouais. » Eh ben, c'est exactement parce qu'entre-temps, le pied s'est allongé, il s'est élargi, il a augmenté de volume. Résultat, la chaussure qui, elle, n'est pas élastique comme le vêtement ou bien souple, eh ben, en fait, le pied va se retrouver le pied est rentré dans la chaussure, mais
ce que l'on minimise des fois, c'est que le pied a besoin de se mobiliser dans la chaussure. Il a des mouvements intrinsèques dans la chaussure. C'est comme ça qu'on se retrouve sans chaussures, hein, parce que finalement, tu l'enlèves. Oui, plus souvent pour aller danser que pour les enterrements. Tu l'enlèves, hein. Mais c'est vrai aussi. Et donc, du coup, forcément, la qualité de la mobilisation de tout le corps s'en ressent. Donc, le bon choix des chaussures, ça permet aussi aux enfants de bien mobiliser les pieds, les chevilles, les genoux et tout ce qu'il y a en haut, en fait. Ouais. En fait, on vous donne plein d'astuces pour les enfants, là. Oui, parce que certains après-midi, les enfants enlèvent les chaussures. Voilà. Là, je comprends mieux maintenant. Trop juste. C'est pas trop petit que c'est trop petit, c'est que c'est la fin de la journée. Des fois, on pense que c'est trop juste en longueur, mais des fois, c'est trop juste en largeur. Aussi, ça peut comprimer le pied, et pour peu que ça donne des engourdissements à l'enfant, pour peu que ce soit mal lacé aussi, c'est pour ça moi je demande aux parents de privilégier les lacets plutôt que le scratch, parce que c'est plus ajustable sur une plus grande longueur, et plutôt que la fermeture aussi. Oui, pour des questions de vitesse, on prend les scratchs. Mais en fait, dans les processus d'industrialisation, on a voulu sauter beaucoup d'étapes qui sont nécessaires, et en fait elles restent nécessaires. Donc on veut se faciliter la tâche dans beaucoup de choses, mais certains mécanismes sont importants. Donc c'était juste ça que je voulais... En tous les cas, on a eu un bel échange sur la santé scolaire. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Je sais que là, ça y est, on commence à être dans le vif du sujet. Mais je pense que l'important, là, le plus important maintenant, il faut qu'on comprenne, c'est que le matin, les enfants, c'est important de leur donner des bonnes habitudes alimentaires avec les moyens que chaque personne a, puisqu'on ne peut pas non plus aller user les moyens de... On ne va pas aller, comme elle disait, Mme Delain, aller culpabiliser les parents parce qu'ils ne peuvent pas. On ne peut pas, on ne peut pas. Mais il est vrai que nos enfants, ce sont les futurs adultes, et que c'est nous qui leur donnons la base alimentaire. On a compris aussi qu'au niveau des chaussures, c'est très important, parce que les pieds restent quand même l'un des éléments les plus importants qui nous donnent certaines pathologies. Après, on ne se rend pas compte que les pieds sont reliés à tout le corps. Donc, voilà, Thérèse nous a bien fait comprendre ça. Et comme disait Mme Delain, on va clôturer cette émission en disant surtout pensez à votre verre d'eau le matin. Oui. Et ne sautez pas de repas. Voilà. Et faites de votre petit déjeuner un allié de votre santé et un allié pour bien étudier. Voilà. J'étais contente de vous avoir vu. Je dirais à bientôt pour la prochaine émission de santé. Merci. Merci.